20-year-old XXXTentacion killed in an apparent robbery. Mayor of electronic dance music died Friday. Avicii, whose real name was Tim Berling, was 28 years old. Kurt Cobain was the lead singer of the group Nirvana, and then this morning his body found at home. XXXTentacion, Mac Miller, Kurt Cobain, Amy Winehouse, Juice WRLD, on ne peut même plus compter le nombre de jeunes artistes à l'apogée de leur succès qui décèdent de manière tragique. Bien souvent, à la mort de ces artistes, de nombreuses théories du complot émergent, entourant leur mort d'un certain mystère, voire d'une certaine controverse. Vous connaissez sûrement certaines de ces théories. Kurt Cobain ne se serait pas ôté la vie, il aurait été en fait assassiné. X ne serait pas mort dans un braquage, il aurait été lui aussi assassiné par deux autres rappeurs qui ont d'ailleurs dû publiquement nier l'allégation, tellement celle-ci avait pris de l'ampleur. Mais aujourd'hui, ce ne sont pas de ces théories du complot dont nous allons parler. On va évoquer une chose bien réelle qui se cache au cœur de l'industrie musicale et qui pourrait, en quelque sorte, être responsable de la mort précoce de tous ces artistes. Dans l'industrie de la musique, la plupart des artistes connus sont signés en maison de disques. Il existe plein de contrats différents qu'une maison de disques peut proposer aux artistes, mais un cas assez traditionnel est le suivant. La maison de disques offre une avance à l'artiste, c'est-à-dire une somme d'argent, lui apportant d'une part une certaine sécurité financière et d'autre part la possibilité d'investir dans son projet musical pour le faire avancer. En échange de cela, la société prend un pourcentage sur les revenus que va générer l'artiste. Il faut bien comprendre que pour les maisons de disques, les artistes sont des investissements. Ils misent leur argent sur des musiciens ayant du potentiel et attendent de pouvoir faire fructifier l'argent misé au départ. Ils ne veulent pas seulement récupérer la somme initiale, ils veulent récupérer plus que la somme initiale et c'est ça leur modèle économique. Les maisons de disques sont donc particulièrement attentives aux gros artistes à qui elles avancent souvent beaucoup d'argent. Elles attendent un gros retour sur investissement de leur part. Mais imaginez que ces gros artistes décèdent. Ce serait un énorme problème pour elles, surtout dans le cas où l'artiste n'a pas ne serait-ce que juste remboursé son avance. Elle perdrait littéralement de l'argent sans recours possible. Alors, pour éviter ce problème, elles ont trouvé une solution. Dans certains contrats se trouve une clause un peu particulière surnommée la Death Clause ou clause de la mort. Ce qui se cache derrière cette clause, c'est une assurance vie. En fait, les maisons de disques souscrivent à une assurance vie dont elles vont être le seul bénéficiaire. Si l'artiste décède, elles touchent l'assurance vie souscrite. Il est très difficile de trouver des exemples de ce que dit précisément cette clause pour deux raisons. 1. Les contrats entre les artistes et les maisons de disques s'accompagnent d'accords de confidentialité, empêchant les deux parties de communiquer sur les clauses spécifiques des contrats, sous peine de poursuites judiciaires. Et 2. De manière assez évidente, les informations financières des artistes sont souvent bien gardées. Ce ne sont pas des infos qu'on trouve en une recherche Google. Mais malgré tout ça, un homme a révélé 4 points de cette clause de la mort. Cet homme, c'est Hank Harrison, journaliste, manager des Grateful Dead à leur début et père de Courtney Love, la femme de Kurt Cobain. Il est important de souligner que c'est un personnage controversé, notamment parce qu'il a écrit un livre sur le fait que Kurt Cobain ne s'est pas suicidé, mais a été assassiné. Cependant, cet homme, ce n'est pas n'importe qui dans l'industrie musicale, et sa proximité avec des stars comme The Grateful Dead, mais aussi Janis Joplin et beaucoup d'autres, fait qu'il a inévitablement vu passer énormément de contrats. Cela ne rend pas sa déclaration fiable à 100%, mais dans tous les cas, ça la rend crédible. Prenons-la donc avec des pincettes, mais examinons-la, parce qu'il y a des choses à dire. La première partie stipule que la société aura le droit de souscrire une assurance équivalente à 10 fois la valeur estimée des revenus des artistes pour le seul bénéfice de la société. Ça signifie que si vous décédez, la maison de disques pourra toucher jusqu'à 10 fois la valeur de vos revenus d'artiste. Ce sera pas la famille, pas le ou la conjointe, ce sera la maison de disques. Le 4e point déclare: l'artiste ou la succession de l'artiste n'aura aucun droit de revoir ou de réclamer le bénéfice d'une telle police obtenue par la société. En gros, une fois que c'est fait, personne n'a le droit de revenir sur cette décision. Dernier détail, le 2e point écrit que la société est autorisée à employer toute compagnie d'assurance et n'a pas besoin de consulter ou d'exiger la conformité de la signature de l'artiste. Donc vous ou votre succession n'avez pas le droit de renégocier ce contrat, mais en plus, vous n'avez même pas à être au courant des termes de celui-ci. C'est uniquement la maison de disques qui s'en occupe. Bref, c'est pas une clause très claire. Cependant, encore une fois, souscrire à une assurance vie au nom d'un artiste, d'un point de vue business, ça s'explique. En tant que maison de disques, tu investis de l'argent, tu es une entreprise, tu as pour but de générer du profit, donc c'est normal que tu te couvres en cas de problème. Sauf qu'évidemment, ça peut déraper. Et ça a dérapé.
En 1898, Bushwick Bill, un rappeur faisant partie d'un groupe de rap gangsta assez connu à l'époque aux États-Unis, porte plainte contre son label Rap Elot. Il le fait pour 3 raisons. Selon lui, son label lui doit de l'argent, son contrat n'a jamais été légal et des employés l'ont agressé dans un club au Texas après que le rappeur leur ait fait part de sa volonté de partir. Bushwick allègue que le label oblige les artistes à accepter de signer cette clause de la mort. Il va dire cette phrase qui a un certain poids. Souvent, les artistes sont plus rentables pour les maisons de disques morts que vivants. Les avocats du procès confirmeront l'existence de l'assurance vie souscrite par le label, qualifiant la pratique au sein de l'industrie musicale de rare mais pas inconnue. Ils expliqueront qu'en effet, ces assurances sont souscrites pour couvrir la maison de disques en cas de décès, expliquant que, aussi cruel que cela puisse paraître, c'est juste du bon sens commercial. Toutes ces infos, je les tiens d'un article de MTV paru le 11 décembre 1998 et je n'ai trouvé aucune info sur la suite de ce procès. Toujours est-il qu'à ce moment de mes recherches, la phrase prononcée par Bushwick Bill résonne dans ma tête. Souvent, les artistes sont plus rentables pour les maisons de disques morts que vivants. Malheureusement, 2 éléments importants vont dans le sens de cette phrase. Le premier, ça concerne les ventes d'artistes à sa mort. Vous le savez, quand un artiste décède, il est très fortement exposé médiatiquement, et ça va avoir un effet direct sur ses chiffres. Ironiquement, quand un artiste décède, il gagne des fans. De nouvelles personnes se mettent à écouter sa musique. On peut penser par exemple à Juice WRLD, qui a gagné 3 millions de nouveaux abonnés sur Instagram dans les 24 heures suivant sa mort. Et là, on peut se dire, c'est un bon coup de buzz, et en effet, ça augmente les chiffres sur une courte période de temps, mais ça va s'essouffler quelques jours ou quelques semaines après l'annonce. Eh bien, c'est plus que faux. Les chiffres de vente d'un artiste, et notamment les chiffres du streaming, sont supérieurs sur le long terme une fois que celui-ci est décédé. 2 chercheurs de l'université du Texas, Stan Renard et Richard Gretz, ont mené une étude sur le sujet. Ils ont pris 101 albums de 80 artistes décédés entre le 31 janvier 2015 et le 1er décembre 2017. Parmi eux se trouve entre autres Chris Cornell, leader de Soundgarden, victime d'une théorie concernant les circonstances réelles de sa mort. Les 2 chercheurs ont étudié les ventes d'albums sur les chiffres de streaming sur une période de 1056 jours, soit un peu plus de 2 ans. Je cite leur conclusion. Nous avons pu documenter, à notre grande surprise, que les ventes d'albums qui suivent le décès d'un artiste n'ont pas tendance à revenir au niveau d'avant le décès, mais montrent plutôt des augmentations persistantes et significatives des ventes, même au-delà d'1 an après le décès. Ça me fait pas mal penser à une phrase, souvent, les artistes sont plus rentables pour les maisons de disques morts que vivant. Second point, en 2011, le CBC a publié un article appelé « La mort stoppe la musique, pas les royalties ». Dans ce papier, un avocat de Toronto, spécialisé dans le divertissement, Ed Renbergs, a tenu une réflexion assez intéressante. Je le cite. « Lorsque vous avez un artiste qui a vécu une vie bien remplie et qui meurt à 90 ans, vous n'obtenez pas nécessairement la même attention médiatique que l'artiste qui meurt à 27 ans dans une chambre d'hôtel et personne ne comprend pourquoi ou ce qui s'est passé. Une mort naturelle, en revanche, peut parfois être désastreuse sur les revenus à long terme. » Ça rejoint le point précédent concernant l'augmentation des ventes à long terme après le décès d'un artiste, mais ça apporte également un nouvel angle à la question. Est-ce que c'est la mort qui crée des légendes? Est-ce qu'aujourd'hui Tupac serait considéré comme le GOAT du rap s'il n'était pas mort et mort dans ces conditions? Est-ce que Kurt Cobain serait une légende aussi adulée s'il était en vie aujourd'hui? Est-ce que quelque part la mort de tous ces artistes amplifie leur héritage, le rendant incontestablement plus gros que ce qu'il aurait été s'ils étaient en vie? C'est une question à laquelle je n'ai pas la réponse, mais il est sûrement légitime de se la poser. Ok, peut-être qu'à ce stade de la vidéo, vous vous dites, si les maisons de disques peuvent toucher jusqu'à 10 fois ce que vaut un artiste, elles ont tout intérêt à attendre le sommet de sa carrière, l'amener au rang de légende en le faisant disparaître, toucher l'assurance vie et continuer de faire du profit sur sa mort. Ça expliquerait la mort précoce de tous ces artistes qui seraient donc bien assassinés comme l'affirment les théories du complot. Vous avez le droit de le penser, mais moi, c'est pas ce que je suis en train de dire. Je ne défends en aucun cas la théorie de l'assassinat des artistes qui donnerait raison aux théories du complot pour la simple raison que je n'ai pas de preuves à vous avancer. J'essaie vraiment de m'attacher à des faits et à des sources sérieuses, justement pour éviter à tout prix les théories un peu faciles ou simplement les théories. D'ailleurs, toutes mes sources sont disponibles en description, comme d'habitude. Maintenant, j'aimerais qu'on prenne les choses à l'envers. Les théories allèguent l'assassinat, et ça, personne ne peut le confirmer. Mais on n'est peut-être pas obligé d'aller jusqu'à assassiner des artistes, engager des tueurs à gages et créer des fake scénarios pour éliminer des artistes. On peut peut-être déjà se contenter, au sein de l'industrie, d'instaurer un climat malsain,
pour eux. Et là, ça devient un peu plus palpable. Dans un premier temps, les maisons de disques souscrivent à des assurances vie, mais pas à des assurances maladie. Je parle principalement des stars américaines parce que le système de santé est différent et que la plupart des gros artistes tragiquement décédés dont j'ai parlé précédemment sont américains ou en tout cas pas français. Donc si ces artistes tombent malades, notamment gravement, les soins, c'est à leurs frais. Et le prix des soins aux États-Unis, c'est clairement pas accessible à tout le monde, même pour des stars. C'est un problème qu'a rencontré DJ Kool Herc, considéré comme le pionnier du rap. Il a dû faire appel à la communauté pour se soigner, alors que c'est littéralement le papa d'un des styles qui vend le plus aujourd'hui au sein de l'industrie. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres, mais il est assez parlant pour illustrer l'idée que si les maisons de disques se couvrent, elles, en cas de décès, elles ne couvrent pas l'artiste en cas de problème pouvant causer le décès. Et ce n'est pas comme si les artistes étaient protégés au quotidien. Au contraire. En réalité, ils sont plongés dans un rythme de vie extrêmement rapide et parfois malsain. Peu de sommeil avec les tournées et les sessions studio de nuit, une alimentation qui peut laisser à désirer, surtout en tournée et en studio, un accès extrêmement facilité à l'alcool et à la drogue. Ce n'est pas la faute des maisons de disques, ça. C'est le rythme de vie qui est inhérent au métier de star. Par contre, on ne peut pas dire que les maisons de disques et l'entourage professionnel des artistes fassent quoi que ce soit pour limiter les dégâts. Par exemple, la mère de Lil Peep a porté plainte contre son label à la mort de son fils, jugeant que celui-ci avait, je cite, poussé le rappeur scène après scène, ville après ville, le poussant et le soutenant avec des drogues illégales. Le label avait d'ailleurs contre-attaqué en disant que l'accord signé entre eux et Lil Peep était strictement commercial et que les activités personnelles du rappeur ne les regardaient pas. Dans tous les cas, on ne peut pas dire que l'industrie les protégeait ou ait fait quoi que ce soit pour qu'ils soient dans un environnement sain. Est-ce que c'est le rôle de l'entourage professionnel et des maisons de disques de le faire? C'est une autre question à laquelle je n'ai pas la réponse. Un dernier élément concernant le climat malsain dans lequel évoluent les artistes, la santé mentale. En rouge clair, vous avez le pourcentage de la population qui se suicide aux États-Unis. En rouge foncé, vous avez le pourcentage d'artistes pop qui se suicident. La santé mentale dans tous les secteurs, mais particulièrement dans la musique, est un sujet complexe et pas toujours bien traité. Il faudrait une vidéo entière sur le sujet, je ne vais pas m'attarder trop longuement ici, mais ce point fait malgré tout partie du climat malsain qui règne autour des artistes. Les artistes célèbres vivent des choses que peu de personnes peuvent comprendre. Ils sont aimés par des centaines de milliers de personnes, détestés par d'autres. Le cerveau humain n'est tout simplement pas adapté à ces émotions. De plus, ils ont un rythme de vie différent de la plupart des gens qui peut engendrer ou amplifier des troubles mentaux comme de l'anxiété ou de la dépression. S'ajoute à ça un mythe malsain autour de la santé mentale, encore très présent dans l'industrie, amenant parfois les artistes à penser que s'ils arrivaient à aller mieux, ils perdraient leur créativité. La conclusion de tout ça, c'est qu'on se retrouve souvent avec des artistes extrêmement jeunes, extrêmement talentueux, parfois torturés par des maladies qui n'alimentent pas leur créativité mais qui détruisent leur corps et leur esprit. On les propulse vite dans une industrie rapide et violente, on les confronte à des gens qui font du business depuis des années et on attend d'eux qu'ils se débrouillent. Et ça, malheureusement, ça finit inévitablement par tuer des artistes.